La question de la parole de l'enfant, en France, elle se pose devant deux juges différents. On peut l'entendre devant le juge des enfants ou devant le juge aux affaires familiales. En ce qui concerne la parole de l'enfant devant le juge aux affaires familiales, le critère, ce n'est pas l'âge, mais c'est le discernement. C'est savoir si le mineur va être discernant pour pouvoir être entendu par le juge aux affaires familiales. Devant le juge des enfants ou également en matière pénale, le mineur va pouvoir être entendu à tout âge. Il n'y a pas de critère de discernement. En revanche, il faut qu'il ait un minimum de capacité à entendre ce qui peut lui être dit. Il n'est pas nécessaire et pas utile qu'un enfant puisse venir devant un juge lorsqu'il est nourrisson. Pour réceptionner la parole de l'enfant, il est important de prendre en considération la maturité, comme je le disais tout à l'heure, cérébrale. C'est-à-dire que vous allez avoir l'enfant jusqu'à 5-6 ans, il faudra prendre en considération ses émotions, donc travailler sur les émotions face à la communication pour découvrir un petit peu qu'est-ce qu'il veut dire et comment il va pouvoir transmettre cette parole. Après, par la suite, comme il y a une analyse plus profonde, on peut s'aider de la communication comme on ferait avec un adulte. Les émotions sont moins importantes dans cette prise de considération. En sophrologie, les émotions sont le pilier, ce qui nous permet de prendre contact avec ce qui se passe à l'intérieur. Donc en tant qu'adulte, nos émotions nous permettent d'avoir un curseur sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc recevoir la parole de l'enfant, ça peut être émotionnellement perturbant pour un adulte, ça peut faire naître des émotions. Et du coup, le fait, avec la sophrologie, de pouvoir être en accord avec nos émotions, de pouvoir l'apprivoiser, ça va nous permettre aussi de recevoir la parole de l'enfant. Justement, cette notion d'émotion, quand on est adulte, on n'a pas tous le même rapport avec les émotions et du coup aussi pouvoir avoir des personnes référentes vers qui se tourner pour pouvoir soit être à l'écoute de nos émotions, se mettre à l'écoute de nos émotions, ou aussi permettre à notre enfant d'avoir un espace-temps pour libérer sa parole. La difficulté, c'est que d'un point de vue de la confrontation à la justice, le mineur, vous le dites, vous l'exprimez bien là, c'est que le mineur, l'enfant, il faut passer par la prise en considération de ses émotions, la prise en considération en fonction d'une certaine temporalité, prendre le temps de pouvoir entendre cet enfant. Et le problème, c'est qu'en matière judiciaire, on n'a pas ce temps-là. Alors, il y a de fortes améliorations. De plus en plus, on essaie de prendre en considération la parole de l'enfant. Notamment, il y a eu de fortes évolutions d'un point de vue procédure pénale, avec des mises en place de systèmes où on a des pièces pour pouvoir entendre, réceptionner la parole, avec des jeux, avec des personnels qualifiés. Mais d'un point de vue judiciaire, c'est plus compliqué. Les juges ne sont pas tous formés, les avocats ne sont pas tous formés. Au barreau de Bordeaux, il y a des avocats, il y a un institut des mineurs qui est le CRIC, où les avocats sont formés à recevoir la parole des mineurs. Mais ce n'est pas partout le cas. Ce qui est donc important, c'est de pouvoir aussi avoir une pluridisciplinarité entre les professionnels qui vont graviter autour de l'enfant et autour de la famille. Donc ce serait judicieux de pouvoir se réunir en tant que professionnels, tous ensemble, en mettant au centre l'enfant et la famille, et du coup prendre la parole de chaque professionnel pour pouvoir après analyser le contenu de ce que cet enfant a voulu dire, plutôt que d'être chacun de son côté et de ne pas, effectivement, comme vous dites, de ne pas pouvoir récupérer la bonne parole, puisqu'on est seul à l'avoir entendue, autant la partager avec les autres professionnels. Tout à fait, et d'ailleurs ça existe au Québec, c'est ce qu'on appelle le cercle de l'enfant au Québec, où il y a tous les intervenants qui se rassemblent, alors c'est en matière d'assistance éducative, hein, mais tous les intervenants, parents en premier lieu, le mineur, et puis après les groupes de plus en plus élargis au niveau de l'enfant pour pouvoir trouver une solution qui intègre en premier lieu l'enfant qui est au centre de ce cercle et également les parents.
Ce caractère référent, c'est ce qu'on essaie d'ailleurs d'instituer en matière judiciaire, puisqu'il y a un principe qu'on tente de développer, c'est un mineur, un avocat. Et justement pour qu'il y ait systématiquement le mineur ait son propre avocat et pas qu'il change en fonction de tel problème, à telle situation, avoir des avocats diversifiés et donc de pouvoir tisser un lien de confiance. L'enfant a besoin d'un climat de confiance pour justement transmettre cette parole. Suivant l'âge, toujours pareil, le climat de confiance est important pour l'enfant, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il instaure des liens quand il est jeune. Je reviens toujours avant 5 ans. Il a besoin du jeu pour pouvoir parler, communiquer, pour pouvoir justement permettre à sortir ses émotions. Et le type d'outils qu'on peut avoir, c'est à travers le jeu. Au-delà des 6 ans, la parole n'est pas la même chose, la communication n'est pas la même chose. Et là, on peut effectivement utiliser ce que vous disiez dans des types de dessins. Il a besoin un peu de cocooning, justement de salles où il va être à l'aise. Mais il aura toujours besoin de l'adulte de confiance. Sans un adulte de confiance, il est difficile à cet enfant de se livrer. Cet adulte de confiance, ça pose la question justement de la portée de la parole de l'enfant, de la place qu'on va donner à la parole de l'enfant dans le système judiciaire. Le plus gros exemple qui a défrayé la chronique, c'est l'affaire Doutreau, où justement on a donné une certaine place à la parole de l'enfant, et après il y a eu un retour en arrière. C'est une réelle difficulté de savoir quelle place donner à une parole. Autant ce qu'on disait tout à l'heure sur il faut réceptionner la parole de l'enfant, il faut qu'il ait une place, il faut qu'on lui explique les situations et il faut qu'il puisse transmettre ce qu'il a à dire. Ça, c'est quelque chose, on va dire, où il y a juste des moyens à mettre en place et des méthodes. Autant, par contre, sur ce qu'on doit retirer de ce qu'un enfant va exprimer, c'est beaucoup plus complexe. Beaucoup plus complexe parce qu'un enfant va avoir sa propre réalité en fonction de son âge. Beaucoup plus complexe également parce que derrière, il y a le prisme des parents. Alors, un avocat qui va entendre un enfant mineur, nécessairement, il est indépendant, c'est l'avocat de l'enfant, pas des parents. Donc ça, c'est quelque chose qui est important parce que ça va lui permettre de se dissocier et de tout simplement ne pas connaître le positionnement qui serait celui des parents. En revanche, l'enfant nécessairement a le vécu avec tel ou tel parent et l'un des travers qu'il faut absolument éviter, c'est l'instrumentalisation de l'enfant. Et là, le problème, c'est qu'une instrumentalisation de l'enfant, c'est plus sur la durée. On n'est pas non plus psychologue en tant qu'avocat, hein. C'est pas à nous de déterminer s'il y a une instrumentalisation de l'enfant. Et donc, c'est quand même quelque chose qu'on touche du doigt et qu'on peut des fois se dire l'enfant va me dire ça comme parole, moi je suis là pour aider l'enfant à transmettre cette parole, mais des fois, est-ce que cette parole est instrumentalisée ou pas? Mais là, c'est le rôle du juge de dire voilà, moi j'ai l'enfant qui me dit ça, assisté de son avocat, j'ai des éducateurs, des psychologues qui interviennent, peut-être une expertise, et c'est à lui de savoir s'il y a instrumentalisation ou pas. En tant que sophrologue, on a différentes manières de réceptionner la parole de l'enfant et de lui donner une place particulière. Généralement, c'est les parents qui emmènent les enfants voir un ou une sophrologue et qui permet justement de libérer cette parole et de pouvoir donner à l'enfant une manière de l'exprimer. En sophrologie, on utilise de manière ludique soit des images, on utilise aussi le corps en psychocorporel pour faire travailler l'enfant sur ses émotions, sur justement qu'est-ce qu'il a à dire et comment il peut l'exprimer. On travaille aussi avec des livres, avec des ouvrages qui nous permettent d'aborder des thématiques particulières et qui permettent justement à l'enfant de plus visualiser et d'être en confiance justement avec la personne qui va le recevoir. Dans l'association Grandir Ensemble, ce qu'on essaye en tant que professionnel, c'est de pouvoir justement
se retrouver pour échanger sur les différents points de vue ou les différents retours qu'on peut avoir des personnes qu'on accompagne, y compris de la parole de l'enfant, pour justement avoir cette vision pluridisciplinaire ou multidimensionnelle et donner la possibilité d'avoir un suivi qui est complet et qui a les différentes versions de chacun.